Bon, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses à dire dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce Arsenal Paris Saint-Germain. Victoire 2 buts à 0 des Gunners d'Arsenal. Vraiment un match où, comme d'habitude, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a des grosses rencontres en Ligue des Champions, bah il y a des choses à dire. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une défaite du PSG en Ligue des Champions, les tabloïds s'enflamment, c'est-à-dire que ça y est, on remet tout en question. On veut toujours tout brûler, j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a une défaite du PSG en Ligue des Champions. Alors bien évidemment, je ne vais pas défendre les joueurs, les prestations, le coach ou quoi dans cette vidéo, pas du tout, parce que il y a des choses à redire bien évidemment, hein. Il y a des individualités qui ont fauté, des choix que je ne comprends pas. Donc on va en parler. Je pense que la vidéo aujourd'hui va être un peu plus longue, je pense que le débrief va être un peu plus long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais le truc... que vraiment je voulais signifier et sur quoi je voulais revenir avant de rentrer dans le vif du sujet du débrief, c'est moi j'en ai marre. À chaque fois qu'il y a une déconvenue du PSG, à chaque fois qu'il y a un résultat en fait qui ne satisfait pas les gens, parce que pour moi à l'heure actuelle le PSG, en fait on nous fait croire que on analyse le PSG dans le jeu etc, mais c'est faux. On analyse le PSG uniquement par le prisme du résultat, c'est une réalité. Parce que pour moi, ce match-là, malgré tout, il se joue à un fil. Alors oui, Arsenal a montré de la supériorité au PSG sur beaucoup d'aspects, mais malgré tout, tu as ce petit facteur manque de... Je sais pas si c'est de chance, de réussite ou les détails, bref, vous avez capté, qui peut faire que le match peut tourner dans un sens complètement différent. Et moi, je pense que si tu donnes la même prestation des deux équipes, mais avec un résultat un peu différent, par exemple le PSG qui plutôt que de prendre 2-0 fait 1-1, ou alors le PSG plutôt que de prendre 2-0 perd 2-1, tu vois, ça se joue à pas grand chose. Je pense que les analyses sont totalement différentes et ça montre bien qu'en fait à l'heure actuelle la plupart des gros médias, des consultants, des journalistes en fait analysent juste le PSG par le résultat. Et bien évidemment ils sont pas débiles, ils savent bien que quand le PSG perd faut taper sur le PSG parce que c'est ça qui fait le plus d'audience. À l'heure actuelle c'est une réalité, en tout cas c'est ce que je ressens moi. Et moi en fait j'en ai marre qu'à chaque fois qu'il y a une défaite ou qu'il y a un résultat qui convient pas le grand public, c'était pareil face à Reims quand le PSG fait un partout. Alors oui, à chaque fois sur ces matchs là il y a des choses à redire, il y a des trucs qui ont fauté, mais j'en ai marre qu'on veut tout brûler en fait. À chaque fois que le PSG, il y a un résultat qui plaît pas à la vie globale de la planète foot, à chaque fois, faut changer tous les joueurs, faut changer le coach, faut changer le directeur sportif, faut changer de planification sportive. En fait, faut tout changer. Voilà, à chaque fois qu'il y a un résultat qui plaît pas à des gens, il faudrait tout changer. Si t'entends 90% des journalistes là depuis 24 heures, enfin depuis le match d'hier soir, t'as l'impression qu'en fait il n'y a rien qui va. T'as l'impression que ça fait 1 an et demi que Luis Enrique il est là, qu'il n'y a rien qui va. T'as l'impression que les joueurs c'est tous des pipes, voilà, qu'ils n'ont jamais rien fait, qu'ils savent pas mettre un pied devant l'autre. Et moi en fait c'est ça qui m'énerve. Alors oui, le match est mauvais, je vais le dire, vous inquiétez pas, on va rentrer après dans le truc. Il y a des choix de Luis Enrique que j'ai pas compris. Luis Enrique, on peut aussi remettre en cause sur certains trucs. Oui, bien évidemment, je remets pas ça en cause. Mais maintenant, de là à vouloir absolument tout changer et fusiller tout le monde là comme c'est le cas depuis hier soir, non, je suis pas d'accord par rapport à ça. J'ai déjà fait très long sur l'intro, on va y aller directement. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet du débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc comme j'ai dit, victoire 2-0 d'Arsenal, but de Havertz et Bukayo Saka. On va reparler aussi des buts pris. Commençons par la compo, comme ça va me permettre directement aussi de parler des prestations individuelles. Donc déjà, par rapport à la compo, en vrai, il n'y a rien de surprenant à part pour moi Désiré Doué. Luis Enrique, là pour moi, tu peux le mettre en responsable par rapport à ça. C'est que déjà Désiré Doué, je pense, a été l'un des moins bons sur ce match-là côté PSG pour moi. Et en plus de ça, je ne comprends pas sa titularisation. Le gars revient de blessure, le gars vient d'arriver au PSG, le gars est jeune, découvre la Ligue des Champions. Et en plus de ça, il restait sur ses dernières prestations n'étaient pas forcément bonnes
sous le maillot du PSG depuis le début de la saison. Tu sais, t'avais même pas ce truc de se dire que il était sur 3-4 bonnes entrées bonnes avant sa blessure. Non, c'est pas le cas. Alors qu'à contrario, et pourtant, vous savez très bien que je suis pas un grand fan du joueur, mais t'as un Kolo Muani sur le banc qui restait sur des entrées convenables sur les derniers matchs et qui surtout était dans le rythme. Revenait pas de blessure, qu'il a déjà joué la Ligue des Champions avec le PSG en plus la saison dernière. Donc franchement, ne pas mettre Kolo Muani et mettre Désiré Doué, je trouve que déjà le message est fort pour Kolo Muani, c'est-à-dire que moi je suis à la place de Kolo Muani là, je vais me chercher un club. Parce qu'en fait là on l'a bien compris, même si Luis Enrique il a fait de la com par rapport à ça, qu'il arrête pas de nous dire que Kolo Muani rentre dans ses plans, que c'est un joueur qu'il aime, etc. C'est pas le cas du tout. En fait, on s'en rend compte, même si on s'en rendait déjà compte en vrai l'année dernière, mais là on s'en rend compte de plus en plus. Moi, je suis à la place de Kolo Muani. Enfin, en tout cas, si je veux jouer au foot. Hein. Après, peut-être que lui, il est content d'être à Paris et prendre son salaire, je sais pas. Mais moi, si je veux jouer au foot et continuer ma carrière, je vais me chercher un autre club. Parce que là, sous Luis Enrique, en fait, tu joueras pas, mon pote. Tu joueras pas parce qu'il fait passer Désiré Doué devant toi, il fait passer Lee Kang-in devant toi. Alors, Kolo Muani a des choses aussi à se reprocher parce que l'année dernière, il fait une saison catastrophique. C'est l'un des pires joueurs du PSG l'année dernière. Maintenant, depuis le début de saison, si on doit être honnête, il y a un peu de mieux. Alors, il y a toujours des limites. C'est Kolo Muani, quoi. Il y a des limites, mais malgré tout, il y a un peu de mieux. Je vais pas épiloguer 150 ans là-dessus, parce qu'en vrai, on pourrait en faire une vidéo directe. Donc, Donnarumma au goal, je vais pas m'attarder parce qu'on va en reparler après. Hakimi qui a sûrement été le meilleur parisien en termes d'activité, de dépassement de fonction. De toute façon, il y a un truc qui est paradoxal sur ce match-là, c'est que tes deux joueurs offensifs les plus dangereux, ça a été tes deux latéraux. Et en plus, il y a un de tes deux latéraux que tu veux jamais faire monter, et malgré tout, même en lui disant de ne pas monter, il a été plus dangereux que tes trois milieux de terrain et tes trois attaquants. Je trouve ça quand même très paradoxal. Donc Hakimi, voilà, a été le meilleur parisien. Marquinhos, Pacho, il y a eu du bon et du moins bon. On va dire qu'au deuxième mi-temps c'était mieux. La première mi-temps ça a été compliqué, surtout Pacho, je trouve. Alors que pourtant j'ai vu les notes de pas mal de pages. À chaque fois Pacho avait des meilleures notes que Marquinhos. Moi j'ai trouvé quand même Marquinhos meilleur. En fait je sais pas si c'était Marquinhos, Hakimi la paire qui était mieux, ou si c'était Nuno, Pacho la paire qui était moins bien, ou si juste du côté d'Arsenal on attaquait mieux du côté droit que du côté gauche. Mais regardez toutes les actions dangereuses d'Arsenal, tout passe du côté gauche. Tout passe du côté à Nuno Mendes et Pacho. Donc comme je vous l'ai dit, je sais pas si c'est parce que le côté droit d'Arsenal était plus fort. Je sais pas si c'est parce que Pacho Nuno Mendes, la paire, c'est pas bien comprise, ou si c'est juste Marquinhos et Hakimi qui ont été plus complémentaires. En tout cas, moi, Marquinhos, je l'ai trouvé moins en difficulté que Pacho et Nuno Mendes parce que les deux défensivement, je trouve que ça a été compliqué. Tout est passé de leur côté. Voilà, après il y a des explications, peut-être que c'est juste que Saka était dans un bon soir, mais moi j'ai pas, franchement aussi, ça je voudrais dire un mot, côté Arsenal, j'ai pas trouvé qu'Arsenal a fait un grand match. Alors, c'est inquiétant dans un sens, mais dans l'autre, enfin oui en même temps c'est inquiétant, mais ouais, parce qu'en fait on a eu quand même des spots, mais on a ce petit manque de réalisme, et comme je l'ai dit un peu plus tôt, là, on analyse beaucoup le résultat parce que le PSG perd 2-0, mais en soi, il y a quand même des petites situations dans le match où bah, ça tourne jamais en ta faveur. Alors après, oui, c'est la chance, ça se provoque, etc. Ça veut dire que le PSG aussi a mal fait les choses pour pas que cette petite réussite, cette petite chance tourne pour lui. Mais malgré tout, pour moi, ce match, il se joue vraiment à des petits détails, quoi. J'ai pas non plus vu un Arsenal dominer le PSG comme on veut nous le faire croire. J'ai pas vu une équipe d'Arsenal 100 fois au-dessus du PSG. Alors oui, Arsenal en deuxième mi-temps a un peu levé le pied et tout, ok. Mais moi je suis désolé, Arsenal a été un peu supérieur sur des trucs. Mais moi j'ai pas trouvé qu'il y avait une différence abyssale entre les deux équipes. C'est juste ça que je veux signifier, quoi. Le milieu de terrain, Vitinha a pas été bon du tout. Pareil, le retour de blessure, je pense que ça l'aide pas. João Neves, c'est peut-être celui qui a été le meilleur au milieu de terrain, surtout en deuxième mi-temps en fait. Première mi-temps, c'était un peu compliqué comme le reste. Zaïre Emery et moi en Ligue des Champions, j'ai un souci. Je vous dis la vérité, Warren, merci pour ton but l'année dernière face à Dortmund, mais ça fait combien de matchs d'affilée que Zaïre Emery en Ligue des Champions, il passe au travers? Moi, j'ai l'impression que, en fait, depuis son but face à Dortmund, et il avait fait un bon match,
depuis ce match-là, donc ça remonte quand même à l'année dernière au mois de novembre ou décembre. Donc ça commence à remonter. Tous ces matchs de Ligue des Champions depuis, et même pas que en Ligue des Champions, mais là depuis le début de la saison en Ligue 1 c'était un peu mieux, mais tous ces matchs en Ligue des Champions depuis, je les trouve soit neutres, soit mauvais en fait. Et là pour moi encore une fois, alors oui il se bat, oui il va faire quelques récupérations, oui mais voilà il y a du volume de jeu, oui ça court, mais alors avec le ballon, même pour résister à un pressing, avec le ballon c'est soit passe vers l'arrière, soit la passe vers l'avant elle est pas bonne, soit tu prends un pressing, tu vas perdre le ballon, des contrôles approximatifs, des passes approximatives. Bref, moi je trouve qu'encore une fois le match de Zaïre Emery est pas bon. Vitinha a quand même été moins bon que Zaïre Emery, mais voilà, ça se joue à 2 et 3 quoi. Pour moi, Vitinha à 2 et Zaïre Emery à 3 et João Neves pour sa deuxième mi-temps, allez, je lui mets 4,5 quoi, 4 ou 4,5. Et devant, du coup, Désiré Doué, j'en ai déjà parlé, Lee Kang-in, qui a peut-être été le meilleur des trois de devant, et pourtant il fait pas un grand match non plus. C'est ça le truc qui est paradoxal, avec Barcola qui pas été bon. Mais après aussi le truc, et on en revient au sujet d'Embélé, c'est que le problème qu'on a eu par rapport à Barcola sur ce match-là, et c'est quelque chose qu'en vrai tu pouvais facilement prévoir, c'est qu'Arsenal ils étaient pas fous quoi. Il savait que Désiré Doué il allait pas faire de différence sur un contre 1 ou très peu. Il savait que Lee Kang-in il allait beaucoup dézonner. Donc en fait à chaque fois que Barcola il avait la balle, il y avait Timber, Saliba et Timber en première mi-temps, Calafiori en deuxième. Il y avait Timber, Saliba plus Partey qui resserrait sur lui, qui l'entourait à 3. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on critique Barcola. Oui, il fait pas un bon match, il y a des trucs qu'il aurait pu mieux faire. Mais au bout d'un moment, à chaque fois qu'il recevait la balle, il était entouré toujours minimum par 3 joueurs d'Arsenal. Donc au bout d'un moment, c'est pas un super héros. Alors oui, tu pouvais en attendre plus sur certains trucs, mais voilà, je vais pas taper sur Barcola sur ce match-là, parce qu'en fait c'était prévisible ce qui allait se passer. Arsenal ils étaient pas fous, ils savaient que de l'autre côté il n'y avait pas Dembélé, donc il n'y avait pas besoin de surveiller les deux côtés, tu avais besoin d'en surveiller qu'un. Et ça a fonctionné pour eux. Donc la composition d'Arsenal c'est celle-ci. Je suis désolé pour les fans des Gunners, s'il y en a qui sont devant cette vidéo. Moi je vais pas m'attarder plus que ça sur le match d'Arsenal. Ils ont été bons, ils ont été solides, avec le peu d'occasions qu'ils ont eu, parce qu'il faut pas nous faire croire non plus que Arsenal a eu 50 000 occasions. Ils ont été supérieurs à nous, hein. Globalement ils méritent quand même leur victoire, même si comme je dis ça se joue à des détails. Voilà, ils ont mis leurs occasions. Ils n'ont pas concédé le peu d'actions que Paris a eu. Ça a été solide défensivement, etc. C'est en place. Et c'est une très belle équipe. C'est sûrement une équipe qui fera un beau parcours en Ligue des Champions. Donc voilà par rapport à ça. Dembélé n'aurait peut-être pas fait gagner les matchs au PSG, mais son absence a été tellement préjudiciable. Je suis d'accord avec ça. Je remets pas en cause la sanction, parce que voilà, on va pas revenir. On a réclamé pendant des années. On va pas faire les schizophrènes maintenant. Maintenant, l'exclusion du groupe, c'est peut-être un peu beaucoup. Moi, comme j'ai dit dans la vidéo que j'ai sortie hier sur ça, maintenant qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé, peut-être juste le mettre sur le banc, ça aurait été la sanction peut-être plus juste. Voilà, maintenant je vais pas me battre sur ça, mais oui, Dembélé a manqué. Je dis pas qu'avec Dembélé on aurait gagné le match, mais oui, ça a manqué parce que comme j'ai dit un peu juste avant, du coup Arsenal était pas fou. Ils savaient qu'ils avaient juste à prendre Barcola et qu'en gros le PSG était bloqué offensivement, juste comme ça. Un avis sur le coaching de Luis Enrique ce soir. Comme j'ai dit pareil un peu plus tôt, la titularisation de Doué, je la comprends pas. Il y a quelques choix tactiques aussi que pas que je comprends pas, parce qu'en fait c'est dans sa continuité, c'est ce qu'il fait depuis le début, mais on le répète, tu vois, le choix de limiter Nuno Mendes à rester derrière, et pour moi aussi ce choix là il veut dire beaucoup. C'est-à-dire que pour moi, Luis Enrique, en fait, je suis pas réellement sûr qu'il veuille de Nuno Mendes. Moi je pense plus que Luis Enrique, il attend le retour d'un Lucas Hernandez. Je pense que si Lucas Hernandez ne serait pas blessé, c'est lui qui jouerait à l'heure actuelle en latéral gauche, ce serait pas Nuno Mendes. Donc voilà, il y a des questions à se poser. Son coaching a globalement pas été bon, même aussi, mais ça on y reviendra plus tard, ses déclarations d'après-match. Donc voilà, Luis Enrique est l'entraîneur du PSG avec le ratio de défaite le plus élevé en LDC sous l'ère QSI. Je vais pas le défendre là-dessus, c'est inquiétant. C'est très inquiétant en LDC, le PSG est quand même très souvent malmené depuis Luis Enrique. Mais si tu dois un peu nuancer par rapport à ça, il y a quand même une différence d'adversité depuis que Luis Enrique est là qui est à signifier. C'est-à-dire que l'année dernière, le PSG, très souvent, tu vois, en phase de poule,
on avait des adversaires qui étaient très abordables. L'année dernière, le PSG, c'est la poule Newcastle, AC Milan et Dortmund. Dortmund qui fait finale, en plus Dortmund on les joue 4 fois, Dortmund qui fait finale, t'as Newcastle qui avait largement l'égalité pour au moins aller jusqu'en quart, et t'avais l'AC Milan où ils sortaient d'une demi-finale l'année d'avant. Donc tu vois, c'est quand même un peu à nuancer par rapport à cela. Maintenant oui, face à Dortmund tu joues 4 matchs, t'en perds 2 et tu fais un nul. C'est pas un résultat de ouf face à Dortmund. Face à l'AC Milan, tu fais une victoire, une défaite. Face à Newcastle, tu fais un match nul, une défaite. Voilà, en fait, il n'y a que face à la Sociedad où tu gagnes tes 2 matchs. Encore heureux. Face au Barça, tu fais une victoire, une défaite. Donc, oui, le bilan est pas bon du tout, mais faut voir maintenant contre qui t'as joué quand même. Mais ça n'empêche pas que le bilan est pas bon. Donnarumma, c'est vrai. Faut parler de Donnarumma. Et on en revient à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo, l'analyse du résultat et que finalement le match se joue à quelques détails. T'as quand même un gardien qui te crève quoi. Moi vous pouvez me dire ce que vous voulez. Alors oui, la première mi-temps Arsenal est globalement supérieur au PSG, rien à dire. Dans le pressing il y avait un petit peu de mieux du côté d'Arsenal et tout. Maintenant je le dis, je le répète, la différence n'était pas abyssale comme on veut nous le faire croire. Et en fait le truc qui change le match pour moi, c'est que t'as un gardien qui te crève. Allez là, la réalité, Donnarumma te crève sur le 1-0. Et puis aussi, on peut reparler encore une fois des 2 buts encaissés. Et ça, faut le mettre aussi sur le dos de Luis Enrique. Tout le monde savait que Arsenal avait une force dans les coups de pied arrêtés et dans le jeu de tête globalement. Et tout le monde sait que nous, au PSG, c'est notre point faible. Bah, tu prends 2 buts sur quoi? Tu prends un but sur un centre et une tête, et tu prends un but sur un coup de pied arrêté. Donc en fait le match, tout le monde l'avait pré-shot à l'avance, tout le monde a dit ce qui allait se passer, et j'en veux un peu à Luis Enrique par rapport à ça, de ne pas avoir essayé quelque chose pour contrecarrer ça. Mais bon, donc oui, je vais revenir sur Donnarumma. On peut me faire toutes les analyses qu'on veut, oui Arsenal a été un peu mieux dans le match, etc. Mais t'as un gardien qui te crève, et peut-être que si Donnarumma il est dans un soir où il te crève pas et on lui demande pas la lune, mais juste d'arrêter les ballons qu'il doit arrêter, tu vois, pas d'arrêter des trucs impossibles. Mais voilà, pour moi sur cette action, je sais pas pourquoi il sort. Pour moi, soit tu sors mais tu prévois avant, t'es pas collé sur ta ligne, mais là il est collé sur sa ligne et il prend la décision de sortir au dernier moment, c'est incompréhensible. Bref, et pour moi, s'il n'y a pas cette erreur, peut-être qu'à 0-0 jusqu'à la mi-temps, peut-être qu'on le tient, et après c'est un match totalement différent, tu vois. Enfin bref, faut pas omettre de l'analyse que t'as un gardien qui te crève, quoi. C'est juste ça que je voulais dire, et Donnarumma en Ligue des Champions, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, et moi le problème que j'ai avec Donnarumma, c'est qu'en Ligue 1 il est très bon. Que moi malgré tout je vais pas aller dans le truc de certains de dire il progresse pas, c'est pas vrai. Il a progressé par rapport à son jeu au pied, même par rapport à sa concentration je trouve, mais les progrès restent minimes et il a pas progressé dans ses sorties aériennes et dans sa lecture de jeu, ça c'est un fait. Et en fait moi le problème que j'ai avec Donnarumma, c'est que en fait en Ligue des Champions il te cause plus qu'il te fait gagner. C'est quand même un problème pour un gardien, et normalement un gardien top mondial. C'est-à-dire que là j'ai l'impression d'avoir retrouvé l'époque où on avait Areola au but en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, reprenez tous les matchs du PSG, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun match du PSG en Ligue des Champions, quasiment aucun, en tout cas j'ai pas le souvenir là. Sur les 2-3 dernières années, il n'y en a aucun où Donnarumma te le fait gagner, ou en tout cas te permet de te le faire gagner. Par contre, il t'en a fait perdre plein. Et ça c'est un problème. C'est un problème que tu aies un gardien qui te fait perdre plus de matchs qu'il t'en fait gagner. C'est réellement un problème en Ligue des Champions. Pas de penalty pour le PSG sur cette main de Calafiori. Moi je suis désolé. Vous pouvez me sortir toutes les règles que vous voulez. Et on peut aussi parler de la faute de Declan Rice sur Kolo Muani. Moi j'ai vu il y a à peine 2 semaines Hendrick qui se prend exactement la même faute avec la même situation. On siffle penalty. Là, on siffle pas penalty pour Kolo Muani. Alors bon, moi je peux comprendre, parce que comme j'avais expliqué à l'époque, normalement c'est le début de la faute qui est pris en compte. Et le début de la faute de Rice, c'est extérieur surface. Mais alors pourquoi quand c'est le Real, on siffle des penalties? Ou quand c'est d'autres équipes? Et moi je suis désolé sur cette main, la main elle est pas du tout collée au corps. Alors ok, c'est Saliba qui la contre, etc. Mais Calafiori il a largement le temps de la voir venir. Là clairement il contrôle la balle avec sa main, hop, relance, et en fait on dit rien. Et moi juste j'aimerais qu'on pose la question, j'aimerais réellement savoir, remettez exactement la même action avec des maillots différents.
Juste pour voir. Je dis même pas avec quel type de maillot j'aimerais qu'on voit ce genre d'action, mais juste pour voir. Et au bout d'un moment aussi, ça soulève un gros problème pour moi du côté du PSG. C'est que le PSG, on est une équipe trop gentille. On est une équipe trop gentille. Au bout d'un moment, Calafiori, il fait cette main-là, tout le monde la voit. Nous, on est trop sympa. Calafiori, il fait cette main-là contre le Real Madrid. Il y a Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Modric, il y a Eder Militao, il y a Rudiger. Ils courent tous sur l'arbitre. Ils courent tous sur l'arbitre. T'as Ancelotti qui va voir le quatrième. Nous, on est trop gentils. Nous, il y a cette main-là. Hop, on continue à jouer. Il y a juste Marquinhos après qui va voir un peu l'arbitre. Mais tu sais, Marquinhos, il vient gentiment. Il lui caresse un petit peu le dos. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Revoyez. Mais on met pas de pression. Parce qu'aussi, au bout d'un moment, la pression, ça joue. Moi, je suis sûr que sur cette action-là, tu mets un peu de pression, tu mets un coup de pression. Je suis sûr que ça peut au moins être revisionné. Là, ça n'a même pas été revisionné. Parce que là, si jamais il y a un petit coup de pression mis et que l'arbitre va voir la VAR, il siffle penalty. Mais là, il n'est pas parti voir parce qu'en fait, comme les joueurs du PSG, ils ont été très gentils, ils n'ont pas voulu trop mettre la pression, etc. Et la VAR, du coup, a dû dire, bon, il y a main, mais ça va, c'est pas une erreur manifeste, donc on va pas. S'il y avait eu un petit coup de pression sur le quatrième arbitre, je dis pas aller le taper, vous voyez, mais juste un petit coup de pression, et ça montre aussi qu'on est une équipe de gentils, et ça m'énerve. Bref. Pour moi, sur la main de Calafiori, il y a penalty. Vous pouvez me sortir les règles. Parce qu'en fait, les règles, on en fait ce qu'on veut. Hein. Vous mettez cette même main dans une semaine, dans un match où ça va être le Barça contre je sais pas qui. Et bah, ça se trouve, elle va être sifflée. Donc, au bout d'un moment, les règles, on en fait ce qu'on veut. Moi, je m'en fous des règles maintenant. Je fais par rapport à mon interprétation. Pour moi, il y a penalty tous les jours. Vous pouvez me sortir ce que vous voulez. Le PSG a touché les montants à 16 reprises depuis le début de la saison passée en Champions League. Ça, par rapport à ça, il y a un réel problème. Encore une fois, sur ce match-là, c'est pour ça que je dis que ça se joue à des détails, etc. Parce que bah, tu fais quand même deux poteaux. Et c'est pas deux poteaux où c'est des frappes sorties. Bon, à la limite, celle de Nuno Mendes, mais João Neves sur le corner, tu vois, pour moi, c'est travaillé, ou un minimum, en tout cas, c'est voulu. Raya, il est battu, la défense d'Arsenal, elle est battue, bah, ça va sur la barre. La frappe de Nuno Mendes, ça part quand même d'un beau dédoublement. Il te sort une belle frappe, hop, Raya, il est battu, poteau. Tu vois, au bout d'un moment, et si ces deux frappes-là rentrent, qu'est-ce qu'on dit sur ce match-là? Est-ce qu'on dit que le PSG a été aussi catastrophique qu'on veut nous le faire croire à l'heure actuelle? Je sais pas. Les 81 derniers tirs du PSG en Ligue des Champions, c'est 0 but d'un joueur parisien. Ça, c'est aussi très inquiétant. J'ai une stat pour vous, les gars. Le dernier buteur du PSG en Ligue des Champions, c'est Kylian Mbappé. C'est... c'est quand même inquiétant. C'est quand même inquiétant et ça remonte au match retour face au Barça. Du coup, le quatrième but d'Mbappé, bah, depuis, il n'y a aucun joueur du PSG qui a marqué en Ligue des Champions. Bah, sur 81 tirs, alors bon, ça veut pas dire que Mbappé manque forcément, même si ça aurait aidé sur ce match-là, on va pas se mentir, et peut-être face à Gérone aussi. Mais après, il te coûte aussi des choses en contrepartie, donc c'est pareil, c'est la balance de pour et de contre. Parce que l'année dernière, face à Dortmund, aller-retour, il était là, et puis bah, il a raté comme les autres. Mais ouais, va falloir réellement se poser la question et se remettre la tête à l'endroit, parce qu'au bout d'un moment, rater autant, c'est dans la tête. Pour moi, c'est dans la tête. Donc officiel, Kai Havertz élu homme du match de ce Arsenal PSG, mérité. En vrai, pour moi, ça joue entre lui et Saka, quoi. Donc mérité. Derrière aussi, ça a été solide, mais globalement, ça joue entre lui et Saka. Et du coup, pour finir, les notes de l'équipe. Non, les notes de l'équipe. Du coup, Donnarumma 3, bah, moi je trouve que c'est très gentil, hein. Moi j'aurais mis 2. Alors oui, ok, il fait des parades à 2-0, mais bon, il y a 2-0 et les deux buts ils sont quasiment pour lui, quoi. Parce qu'on n'a pas parlé du deuxième but, on s'est pas trop attardé. Coup franc, faute stupide de Nuno Mendes, qui a été mis en difficulté défensivement. Mais Donnarumma, pour moi, il est aussi un peu incriminé sur le coup franc, parce qu'au bout d'un moment, t'es gardien de but sur un coup franc, t'as pas le droit de mettre juste les mains en avant en fermant à moitié les yeux et pas en suivant vraiment la balle du regard, tu vois. Moi, j'y en veux par rapport à ça. Hakimi 4, je trouve c'est très sévère. Pour moi, Hakimi, je lui mets 5-6. Hein. Pour moi, ça a été le meilleur parisien. Marquinhos 4, c'est ok. Pacho 5, pour moi, c'est trop. Je le descendrai à 4, même voire 3,5. Allez, on va dire 4. Nuno Mendes 3, mérité. Zaïre Emery 4, je trouve c'est gentil aussi. Moi j'aurais mis 3. Vitinha 3.
Ouais, 3, voire 2,5 même, parce que moi, Vitinha, j'ai trouvé en grande difficulté. Joe Neves 4, j'aurais peut-être monté à 5. Doué 3, pareil pour moi, Doué c'est limite même 2, 2,5. Kanginli 4 mérité et Barcola 3 globalement mérité aussi. On va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief et cette vidéo un peu plus longue vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.